la TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. L'actualité ce soir, le franc CFA, le grand débat depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Défenseurs et pourfendeurs rivalisent d'arguments. Les positions sont radicales. La BCAOL table sur la stabilité de la monnaie. Elle a apporté des éclairages ce mardi face à la presse à Lomé et sans tabou. Le regain de violence sur nos stades, le football togolais malade, véritable préoccupation pour le ministre des Sports. Foli Bazikatari était face lui aussi à la presse hier. Et puis les hommages des autorités togolaises à David Gilmour, le diplomate américain est enfant de mission dans notre pays. Il était l'invité d'honneur hier au dîner d'adieu, justement en son honneur, soirée à l'hôtel 2 février. Le récit en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, voici le 20h. Nous commençons d'abord par le système éducatif togolais, arrimé au PND, le plan national de développement. Il vient de faire l'objet, ce système, de traitement de données, d'analyse, 4 mois de diagnostic. Les résultats ont été présentés ce matin. Ils devront, à l'avenir, améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Les précisions, Elie Abouanyandao, Lucassi. En septembre 2018, démarrait le diagnostic du système éducatif togolais. Ceci afin de ressortir les performances et la compréhension commune des défis de l'éducation dans le pays. Un diagnostic qui permettra de doter le Togo d'un rapport d'état du système éducatif national. Un document qui, à son tour, balisera la voie à la mise à jour du plan sectoriel de l'éducation en vue de répondre à l'évolution du contexte national et international au regard du plan 2014-2025 de l'éducation au Togo. 4 mois après la collecte et l'analyse des données de ce secteur par les experts, les résultats sont ici restitués. Au niveau de l'accès, les résultats sont bons. Chaque année, le taux d'accès augmente à tous les niveaux. Cela veut dire que le Togo avance vers la scolarisation universelle. Au niveau de l'équité également, nous distinguons l'équité genre, la question des filles, et puis l'équité sociale en ce qui concerne les zones défavorisées. Et il y a également beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau. Concernant la gouvernance du système, il y a beaucoup d'améliorations dans le sens de l'autonomisation des établissements et de la décentralisation de la gestion du système. Mais au niveau de la qualité, il y a des efforts qui se font, mais c'est là où se trouvent les plus gros défis à relever, ainsi qu'au niveau de l'efficacité externe. Donc les efforts que nous ferons désormais seront de prioriser la question de la qualité de la formation au Togo, de prioriser également l'adéquation emploi-formation pour régler les problèmes de l'efficacité externe. L'exercice a donc pour finalité de donner une photographie réelle du système éducatif togolais. Aussi ont-ils été mis en exergue l'évolution de l'accès à l'école, le niveau d'équité et le niveau de qualité de l'enseignement et l'employabilité des diplômés formés. Des résultats dont se réjouit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il me plaît de saluer les travaux analytiques du RESEN dont l'option est faite par le gouvernement de réduire la pauvreté et atteindre les objectifs du développement durable ODD. Il s'agit d'un engagement volontariste soutenu par la communauté internationale au travers des appuis techniques et financiers nécessaires pour la mise en œuvre des plans nationaux crédibles de développement, dont ceux des systèmes éducatifs à travers l'ODD 4 et pour lesquels notre pays a été choisi comme pays pilote. Nous pouvons nous féliciter de ce que notre pays, le Togo, en matière de pratique d'analyse sectorielle, fait du chemin. Il est un bon exemple en la matière. Nous sommes à notre 4e édition depuis le lancement du cadre d'action de Dakar. Les barrières au développement du système éducatif togolais seront donc enlevées avec ce diagnostic pour asseoir un système beaucoup plus performant et efficace.
Et l'éducation, vous le savez, prend également en compte l'instruction civique et morale. Chose préoccupante aujourd'hui, et il faut le reconnaître, nos valeurs républicaines sont bafouées. Il y a donc nécessité de revenir sur ces valeurs. Un manuel a été édicté et validé ce mardi à ce propos. Jassim Labaga. Le manuel d'éducation civique et morale au secondaire, soumis ici à validation, est conçu autour de 3 axes majeurs: la méthodologie, l'évaluation et l'ancrage. Il s'agit de concepts innovants destinés à amener l'apprenant à changer de comportement. En matière de formation sur les valeurs républicaines, le monde scolaire est très important. Si vous voulez former des citoyens responsables, eh bien nous pensons qu'il faut d'ores et déjà le faire au niveau du monde scolaire. Ici, on cherche à changer positivement les comportements des enfants. L'accent, cet enseignement doit être mis sur les valeurs citoyennes, les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs culturelles, l'amour de la patrie, le vivre ensemble. Il y a des actions phares qui doivent être menées dans les établissements. Je vais parler par exemple du reboisement des établissements, de l'assainissement, du gouvernement des enfants, de la gestion même des établissements par les enfants. La réalisation de ce manuel didactique est le fruit de la collaboration entre les experts du ministère en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme et celui des enseignements primaires et secondaires. Il est principalement destiné aux enseignants du secondaire. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir un tel document pour appuyer les nouveaux programmes que nous avons envoyés dans les établissements, pour appuyer les enseignants dans leur travail par rapport à cette discipline spécifique et extrêmement importante. Il est prévu que des élèves possèdent non seulement des connaissances théoriques, mais il est prévu des cas pratiques. Et c'est ce qui fera qu'ils seront vraiment des gens outillés pour que l'incivisme soit éloigné. Avec ce manuel d'éducation civique et morale, les plus hautes autorités togolaises veulent promouvoir l'émergence d'un nouveau type de citoyen conscient de ses droits et devoirs, actif, responsable, dévoué envers la nation, respectueux de l'État et de ses institutions et tourné vers le développement de son pays, a dit le directeur de cabinet, Mr. Kokou, représentant le ministre en charge de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Il vient concrétiser la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. En 2017 déjà, un manuel d'éducation civique et morale était validé à l'usage des enseignants du préscolaire et du primaire. Revenir donc à nos valeurs civiques et morales, c'est aussi un comportement à prohiber le regain de violence sur nos stades. L'éducation passe par là aussi. Le ministre des Sports hier, face aux journalistes, est largement revenu sur le phénomène. Des annonces ont été faites. Tiens, Piotba pour le compte rendu. La violence sous toutes ses formes n'a pas sa place au Togo. Le nouveau ministre en charge des sports, Folibazi Katari, l'a réaffirmé avec force et vigueur lors de ce point de presse qu'il a animé à son cabinet. Entouré des responsables du Comité national olympique du Togo et de la Fédération togolaise de football, le ministre Folibazi a choisi la voie de la pédagogie pour enrayer ce mal qu'est la violence. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Alors nous nous sommes retrouvés, le président du comité olympique togolais, le président de la fédération togolaise et leur équipe, pour que nous nous interrogions sur ce qui se passe depuis quelques semaines et essayer ensemble de réfléchir et voir comment nous pourrons trouver les solutions à cette situation. Ça a été une rencontre très fructueuse.
Les uns et les autres ont essayé d'analyser la situation de façon très profonde. Mais une pédagogie sur fond de sensibilisation et d'éducation avait pour mot d'ordre le fair play. Au niveau du gouvernement, nous sommes très préoccupés par la sérénité dans le stade. Il faut que tout soit mis en œuvre pour qu'à l'avenir, on puisse ramener la sérénité qui existait. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés. Nous savons que le COMEX est en mesure de réfléchir et de nous proposer quelque chose que nous allons peut-être analyser ensemble et puis mettre en application. Une dynamique que soutient le Comité national olympique du Togo et la Fédération togolaise de football. Quand il y a un récidivisme dans une situation donnée, il vaut mieux en parler pour trouver les causes profondes des violences que nous enregistrons sur nos stades. C'est à ce titre que le Comité national olympique a pris cette mesure de nous associer au ministre pour voir à étudier également les causes profondes donc, de ces violences, d'où qu'elles viennent, qu'on le sache et qu'on essaye ensemble d'y apporter donc, des remèdes. Nous allons nous retirer, je parle du commerce, réfléchir sur la question, revenir voir le ministre pour des propositions idoines. Les prochains jours, nous devons penser inviter tous les présidents des clubs, également quelques supporters et les arbitres et d'autres acteurs qui sont impliqués dans le championnat pour leur poser des tas de questions sur le déroulement de ce championnat. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je crois qu'avec vous, nous allons trouver des solutions pour terminer notre championnat. Il faut effectivement vaincre le syndrome de la violence pour terminer le championnat national de football. Autre sujet évoqué ce soir, l'INFA de Tové. Nous en parlions hier déjà avec la rentrée académique. Un constat, les effectifs cette année sont encore en hausse, ce qui traduit un intérêt pour les métiers de l'agriculture. Focus donc sur l'institut qui forme l'Institut national de la formation agricole. Présentation Equisala. Quand ils rentrent dans cet institut, ils y ressortent techniciens agricoles ou techniciens supérieurs agricoles selon le parcours choisi. Dans cet univers, les apprenants se partagent entre les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie ou du génie rural. Élise et Vénounier sont admis à l'INFA de Tové il y a bientôt 3 ans. Ici, chacun d'eux a retrouvé sa passion première. Depuis le bas âge, j'ai été initié aux activités agricoles et d'élevage. Donc, ma passion pour tel domaine a développé mon intention de pouvoir devenir un praticien de l'agriculture. Donc, en m'inscrivant à l'INFA de Tové, je me suis dit, je pourrais apporter une contribution dans les années à venir pour la nation. Et l'option génie rural particulièrement, c'est pour pouvoir exploiter les ressources naturelles, c'est-à-dire les superficies cultivables dont dispose le territoire national, les aménager pour pouvoir vraiment les mettre à profit des différents praticiens de l'agriculture. J'aime tellement l'environnement qu'après mon bac, j'ai voulu apporter une pierre à l'amélioration des conditions environnementales. Donc j'ai choisi l'option foresterie pour le développement durable des ressources forestières. Comme eux, beaucoup d'autres professionnels sont déjà sortis de cet institut. 966 techniciens formés depuis la réouverture de cette maison de formation il y a 19 ans. Mais alors, que sont-ils devenus? À partir de la réouverture de l'INFA de Tové en 2000 jusqu'à 2018, il y a eu 966 apprenants sortis d'INFA de Tové, dont 148 filles. Et actuellement, nous remercions Dieu que ces apprenants nantis du diplôme d'INFA de Tové sont installés dans des structures comme ICAT, ITRA, le ministère de l'Environnement, et certains même se sont installés en clientèle privée. C'est l'occasion pour nous également de remercier la coopération bilatérale Togo-Israël qui a mis en place un programme AgroStudies. Cette année encore, nous avons encore placé 30 étudiants qui sont en cours de formation en Israël. Ils vont faire 11 mois et revenir pour s'installer. Parce que les étudiants qui sont sortis d'INFA de Tové, qui sont installés sur le terrain, deviennent maintenant des entrepreneurs et c'est chez eux que leurs jeunes frères vont pour les stages pratiques. Les promotions antérieures font déjà leurs preuves sur le terrain. Que ce soit
à leur propre compte ou dans les entreprises publiques ou privées, ils apportent leur contribution au développement des différents maillons de la chaîne agricole. Et jour après jour, l'Institut grandit et innove. Les années dernières, l'Institut ne dispose que 4 options à formation initiale. Il s'agit de l'option agriculture, option élevage, option foresterie et option génie rural. C'est ces 4 options que l'Institut déroulait. Mais à partir de l'année dernière, nous avons mis en place l'option la transformation agroalimentaire et la formation continue qui sont devenues maintenant des innovations, des nouveautés au cours de laquelle certains étudiants sont déjà orientés pour leur formation. Les innovations, c'est aussi au niveau des unités de formation, les unes aussi importantes que les autres pour rendre opérationnels les apprenants à la fin de leur cursus. Ici, on est dans la pépinière arboricole où nous produisons beaucoup plus les arbres forestiers, les arbres agroforestiers. Nous produisons aussi les arbres fruitiers. L'objectif visé ici, c'est de faire en sorte que les apprenants à la sortie qui soient capables de devenir des producteurs de plantes comme un métier, communément appelé des pépiniéristes. Donc c'est cette capacité que nous développons à ce niveau. Donc en culture atelier, on donne les noms aux animaux, ce qui leur permet au cours de l'activité champêtre de pouvoir lui donner des commandes spécifiquement. C'est pourquoi chaque animal a un nom et il réagit quand on l'appelle. Ici, la paire nous aide premièrement à former les étudiants dans la matière, c'est-à-dire en culture atelier. Comment utiliser l'énergie animale au champ. Nous sommes ici dans l'unité du département du génie rural. Le génie rural est un département qui accompagne les apprenants au machinisme agricole, à l'aménagement hydro-agricole et à la topographie. Donc ici, les machines, ici, ce sont les tracteurs qui permettent de former les apprenants dans les différents travaux agricoles. Donc les travaux de labo, les travaux d'installation de culture et les travaux d'entretien de culture, le sarclage en l'occurrence. L'Institut s'étend sur un vaste domaine. Derrière ces bâtiments, des champs-écoles, mais aussi des aires d'expérimentation. En tout cas, tout ce qu'il faut à l'apprenant pour allier la théorie à la pratique. À l'INFA, nous avons 2 types d'apprenants. Nous avons des apprenants sur la formation classique, mais aussi des apprenants qui viennent sur une formation continue, donc de courte durée qui peut varier de quelques semaines à quelques mois. Donc les unités pédagogiques permettent la réalisation des travaux pratiques, une meilleure animation des cours théoriques en salle. Donc les élèves ils viennent, ils pratiquent, ils suivent, ils installent les cultures, ils suivent l'évolution des cultures, ils arrivent à déterminer la rentabilité de ces cultures, ce qui est un outil leur permettant à la fin de leur formation de pouvoir monter des projets d'entrepreneuriat. L'INFA de Tové entend poursuivre la mission à lui assignée. Le staff dirigeant se dynamise au jour le jour pour arrimer les curricula de formation aux besoins du pays. Jusqu'ici, l'entrée à l'Institut reste conditionnée d'un concours général pour les apprenants ayant le BEPC ou le bac. Et notez-le bien, l'agriculture sera en bonne place au Forum économique Togo-Union européenne. Ce sera du 13 au 14 juin prochain. Attendu beaucoup de projets inspirés par le PND, le Plan national de développement. Attendu aussi beaucoup d'investisseurs. Les enjeux, les grandes lignes de ce forum, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Augustin Clossy. Environ 400 investisseurs attendus à Lomé les 13 et 14 juin prochains pour le Forum économique Togo-Union européenne. Ce rendez-vous d'affaires, premier du genre au Togo, devra bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'UE. Il se veut une plateforme d'échange et des opportunités autour du plan national de développement PND 2018-2022 basé sur 3 axes prioritaires. L'axe 1 entend faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région.
Le deuxième axe prône le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Le troisième porte sur le développement social et l'inclusion financière. Et pour stimuler l'investissement européen autour de ce programme quinquennal, le Forum économique Togo-UE trace la voie. C'est tout un paquet que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis en place et qui doit être porté par une enveloppe conséquente de 4 622,2 milliards de francs CFA ou environ 8,4 milliards de dollars. Donc, ce plan de développement national pour être mis en œuvre a besoin de la participation de tous les acteurs. Ce premier forum devrait permettre à ce que nous puissions accueillir dans notre pays 400 investisseurs, que ce soit des financiers, de toute façon tous ceux-là qui pourront intervenir pour aider à mettre en valeur notre plan national de développement. Le gouvernement compte sur la participation des investisseurs, des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, 150 environ, et nous comptons également mettre en contribution nos opérateurs économiques togolais. Je voudrais parler du secteur privé togolais. Il s'agira de mettre ensemble et les opérateurs économiques de l'Union et les nôtres pour permettre un certain renforcement de capacité des nôtres avec des projets qui sont entendus, qui auront atteint un certain niveau de maturité au plan national, pour pouvoir les coporter et les mettre en œuvre. Le PND entend donc assurer le développement et le secteur privé, la croissance en matière de création d'emplois. Et les capitaux, la technologie et l'invention seront promus à travers le Forum économique Togo-UE en juin prochain. Le projet suscite déjà des engouements et trouve un écho favorable au sein de l'Union européenne. Et la cellule climat des affaires rassure en ce qui concerne les indicateurs devant garantir un environnement des affaires. Ces derniers jours, le gouvernement a énormément investi en termes d'amélioration du climat des affaires. Le travail que nous avons fait ensemble a permis à notre pays d'améliorer son classement au niveau international. Le dernier rapport du baromètre du Conseil des investisseurs français en Afrique vient confirmer cet effort que nous avons eu à faire, en ce sens que le Togo fait partie des top 5 des pays des investisseurs en termes d'optimisme d'investissement en Afrique. C'est dire que tout le chemin est balisé pour que nous puissions mobiliser des investisseurs étrangers à venir sur notre terre. Il y aura un site qui sera lancé dans les prochains jours. Et sur le site, vous aurez toutes les informations. On aura sélectionné 100 projets bancables. Et ce sont ces 100 projets-là qui seront mis sur le site pour permettre déjà aux investisseurs d'identifier les projets qui les intéressent et faciliter donc les B2B durant l'événement. Quand on dit jeunes entrepreneurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont à Lomé. Il y a des jeunes Togolais qui ont de très bonnes idées, mais très belles idées, mais qui n'ont pas de financement. Donc c'est le moment d'aller vers eux pour dire, mettez vos projets sur la table. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts à aller mobiliser des investisseurs pour nous accompagner. Au-delà du PND, bien d'autres projets issus du secteur privé et de la diaspora, des réformes économiques vont être présentés. Le tout pour faciliter et instaurer un nouveau partenariat pour l'investissement et les emplois durables au Togo. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est le débat qui agite en ce moment l'Afrique et la zone franc encore plus. Débat autour du franc CFA, faut-il en sortir? Les avis divergent, détracteurs et défenseurs rivalisent d'arguments. La BCAO, elle, table sur la stabilité de la monnaie. Elle a apporté ce matin à Lomé, en conférence de presse, des éclairages et sans tabou. Le compte rendu de Adolphe Paka. Un vieux débat, mais qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le franc CFA est-il vraiment source des faibles économies ouest-africaines? La BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a trouvé juste d'éclairer la long terme. À cette conférence de presse, tout commence par une projection sur l'historique de cette monnaie, ses origines,
les grands hommes africains, à l'instar du premier gouverneur de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga, qui ont lutté pour le transfert du siège de Paris à Dakar. C'est un héritage colonial. Baptisé avant les indépendances, franc des colonies françaises d'Afrique, il subit des réformes en 1962 pour devenir franc de la coopération financière d'Afrique. Les pionniers tentent très tôt de l'africaniser et de le rendre plus performant face à des risques d'inflation. Mais plus de 50 ans après, ces détracteurs appellent à des réformes. Bien sûr, le franc CFA que nous utilisons, c'est une monnaie qui est un héritage de l'époque coloniale, mais qui a été africanisée, et une monnaie aujourd'hui qui est enviée de par le monde, une monnaie aujourd'hui qui est une monnaie solide, qui assume parfaitement les fonctions qu'une monnaie doit assurer, en particulier la fonction de réserve de valeur et donc de stabilité des prix. Cette stabilité des prix qui assure un niveau d'épargne consistant, qui assure les investissements et donc la croissance économique. Et sur cette croissance économique, nous avons aujourd'hui dans notre zone un taux de croissance de plus de 6% depuis 4-5 ans. Nous avons un niveau d'inflation à moins de 2%. Nous avons des déficits budgétaires qui sont réduits. Nous avons un niveau de chômage qui se réduit également. Et donc nous avons un niveau de bien-être qui s'élève. Donc dire que la monnaie, le franc CFA que nous avons aujourd'hui est une monnaie qui est source du sous-développement de nos pays, nous pensons que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est des propos des personnes qui sont en réalité contre le franc CFA. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent des choses sur le franc CFA, mais qui ne savent pas exactement comment fonctionne le mécanisme que nous avons à la Banque centrale. Le mécanisme du CFA maintient le cap dans les transactions et face au risque d'inflation, selon les experts de la BCEAO. Devant la presse, pas de questions taboues. Pendant près de 5 heures d'horloge, experts et hommes des médias ont échangé sur la place du CFA dans les économies des pays membres. Pour des considérations culturelles, Michel Khalif propose, pourquoi pas, un changement de nom à cette monnaie. Mais depuis les indépendances, ça s'appelle franc de la coopération financière d'Afrique. Donc ce n'est pas la même définition qu'on a au moment de la colonisation que maintenant. Mais si c'est un nom qui porte à connotation colonialiste, on peut toujours réfléchir. D'autres aspects évoqués sont la souveraineté des pays africains à gérer leur propre monnaie et les réserves de change. Les réserves de change que nous avons, ce sont des réserves de change qui ont déjà leur contrepartie dans l'économie. Et nous avons expliqué qu'on ne peut pas indéfiniment créer de la monnaie à partir des mêmes quantités de réserves de change. Et le compte d'opération que nous avons au niveau du Trésor, c'est un compte d'opération qui enregistre, c'est vrai, 50% de nos réserves de change, mais ces 50%-là sont utilisés par la Banque centrale pour faire les paiements extérieurs. Donc le solde que nous avons dans ce compte-là, ce n'est pas un stock, mais c'est un flux, puisque à tout moment, la Banque centrale a la latitude d'utiliser ces réserves de change-là pour faire les paiements. Ce sont des réserves de change qui appartiennent à la Banque centrale. Pour la BCEAO, l'heure est de dépassionner les débats et surtout qu'ils ne quittent pas le terrain économique pour une issue politique. Il est 20h29. L'actualité à l'étranger en bref. En quelques mots, le Nigeria, encore 3 jours de campagne pour les candidats à la présidentielle. C'est finalement dimanche que les Nigériens votent. L'élection, vous le savez, a été reportée. Un report qu'avait dénoncé le président sortant Muhammadu Buhari. Cela dit, retour chez nous au Togo, le HCRUN poursuit le processus d'indemnisation des victimes politiques. Une dernière étape en date, Cloto, 2415 personnes ont été concernées par cette phase. Augustin Kossi. Un chèque signé en guise de réparation et d'indemnisation. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN au chevet des victimes non vulnérables des violences à caractère politique des plateaux ouest. Ils sont 22 415 victimes concernées par ce processus. La cérémonie a été symbolique et a ouvert la voie à l'indemnisation des victimes qui sont venues des préfectures d'Agou,
Pelé, Daï et Cloto. C'est une liste de 22 415 victimes que nous sommes en train d'éplucher. Nous avons fait une première étape, nous sommes à la deuxième étape, il y aura une troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que la liste des 22 000 soit complètement épuisée. La première étape, c'était exclusivement 2005. Cette fois-ci, nous sommes allés au-delà de 2005, puisque le mandat couvre 1958 à 2005. Donc, tous ceux qui sont dans la base de données de 58 à 2005, ils ont la latitude de passer, nous allons les prendre en charge. Tout le monde sera pris en charge. L'argent est là pour tout le monde. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois. La cérémonie a été présidée par Awanana Daboya, présidente de l'institution. Elle a salué la patience des ayants droit à la réparation et à l'indemnisation. Selon elle, le but visé est de recevoir les victimes non vulnérables identifiées dans le Grand Cloto et les servir conformément aux recommandations de la CVJR. Et tout le monde doit être satisfait, quelle que soit la durée du processus, a-t-elle rassuré. Que retenir en définitive de la présidence au Togo de la CEDEAO? Vous le savez, le chef de l'État, Faure Swaziland Gnassingbé, a été président en exercice de l'organisation. C'était entre 2017 et 2018, après la Libérienne Hélène Sirleaf Johnson, avant l'actuel président en exercice, le Nigérian Muhammadu Buhari. Quel bilan donc? Un livre nous en parle avec force détail. L'ouvrage a été présenté cet après-midi par son auteur, le ministre Robert Doucet, sujet sur lequel nous reviendrons demain dans nos éditions. David Guilbourg, invité d'honneur hier à l'hôtel 2 février. Le diplomate américain est en fin de mission dans notre pays. Les autorités togolaises lui ont exprimé toute leur gratitude. C'est à travers un dîner en son honneur. Reportage Mériabo, Pierre Sesoupo. Des verres levés pour célébrer la fin des 4 ans de la diplomatie de David Guilbourg au Togo. L'officiel de la Maison Blanche à Lomé est à l'honneur à ce dîner d'adieu qui lui est offert par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Moment de convivialité au cours duquel les deux hommes ont marqué une pause pour revisiter les actions menées de part et d'autre pour la consolidation de la paix et la démocratie au Togo, mais aussi pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Durant toutes ces années que vous aviez passées dans notre pays, le Togo, vous aviez su démontrer vos talents de diplomate, disponibles et pétris d'expérience. Vous avez ainsi œuvré inlassablement au rafraîchissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux nations. Votre excellent travail dans notre pays, pour être saisi dans son ensemble, dans son sens profond, doit être appréhendé à la lumière de ce que nous appellerons, nous qui sommes les apprentis philosophes, la métaphysique américaine du progrès. Nous ne perdons pas de vue le rôle important que vous aviez joué dans le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et le développement des nouvelles technologies. Par votre action, vous aviez su contribuer à appuyer le gouvernement togolais à sortir de toutes les difficultés qu'il a su rencontrer pendant votre séjour ici. Vous êtes un diplomate doté d'un sens élevé du respect de soi. Votre sens de ce respect est une valeur essentielle de la société américaine. Nous ne vous le dirons pas plus que ça, parce que c'est votre compatriote, un de vos compatriotes, John Rawls, qui a affirmé que le bien premier, le plus important, est celui qui est manifesté par votre action. David Guilbourg connaît l'Afrique et ses réalités, mais l'homme en fin de mission au Togo porte encore visiblement dans son cœur le territoire des 56 600 km² et ses 7 millions d'habitants. Quand je suis arrivé, j'étais immédiatement impressionné. Ce que j'ai trouvé avec certainement le peuple togolais, qui est pour moi le peuple le plus chaleureux de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Et je dis toujours que ça, c'est un grand atout pour un pays, parce que ce n'est pas tous les pays de l'Afrique qui sont comme ça.
où on se sent à l'aise, on se sent chez soi. Mais ici au Togo, on nous accueille très chaleureusement. Mais aussi, j'étais très impressionné avec le gouvernement ici. Et un gouvernement qui était, ou qui est toujours très orienté vers les réformes. Et des réformes très importantes dans la gouvernance, la liberté économique, la croissance économique et aussi les services sociaux. C'est impressionnant ce qu'on voit ici dans ce pays. Et pour moi, comme diplomate de carrière avec pas mal d'expérience sur le continent, j'ai trouvé que c'est une qualité rare. Ce n'est pas tous les pays de l'Afrique qui ont cette orientation. Donc c'est pour moi et je sais pour mes collègues ici, c'est un plaisir de travailler au Togo avec un gouvernement qui a la volonté de faire des réformes pour améliorer la condition des citoyens dans le pays. Pour moi, du point de vue professionnel, ça a été très intéressant. Et vraiment, c'est un beau pays. Je dis toujours que je serai un ami et un promoteur et un défenseur du Togo quand je suis à Washington. L'ambassadeur des US au Togo retourne dans les jours qui suivent au pays de l'oncle Sam. Il se souviendra bien sûr des richesses culturelles du Togo, mais aussi se rappellera du pays à chaque fois qu'il verra ce précieux présent qui lui est offert par le gouvernement. Voilà, et c'est sur ces images de grande amitié que se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir en France et particulièrement en Haute-Savoie et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.